en dépit du fait que vous avez peut-être déjà entendu la première version il y a un an, et vous êtes revenu. Merci. Pour ceux qui n'étaient pas là, il n'y a pas une faute d'orthographe, c'est un impératif, ce n'est pas un indicatif présent. Comme il y a beaucoup de possessions britanniques en Afrique et qu'il y en a plusieurs de très compliqués, on va commencer par le début. Si Dieu me prête vie et si j'accorde tous mes bois, etc., il y aura peut-être une version prochaine. Bien. Oui. Le but premier des grandes découvertes, c'est la recherche de la route des Indes et l'accès aux épices, sucres, soie, etc., qui étaient perdus depuis l'invasion ottomane de l'Empire byzantin. Puisqu'il n'y avait plus moyen d'y aller par voie de terre, il fallait trouver une voie autre. Oui, il y avait deux voies possibles. Vers l'ouest, par le détroit de Magellan, qui en fait s'appelle Fernando de Magalhães, mais à l'époque, on francisait les appellations. Ou via l'isthme de Panama, Vasco Núñez de Balboa, mais franchir l'isthme n'avançait pas grand-chose, parce qu'il fallait construire des bateaux de l'autre côté. Ou bien, en contournant l'Afrique, Bartolomé Diaz ou Vasco de Gama. Oui, contourner l'Afrique. Il était nécessaire pour ce faire d'avoir des escales pour se ravitailler, parce que ça prenait des mois. Ravitailler en eau et en vivres. Chaque nation qui a essayé a aménagé dans des endroits plus ou moins hospitaliers des forts et des comptoirs. Il fallait faire du commerce. Au début, ce n'était pas encore la traite humaine. C'est une fois qu'on a découvert l'Amérique et qu'on a vu que les Indiens résistaient guère dans les plantations, on a importé des Noirs. Donc, c'est au milieu du XVIe siècle que ça a vraiment démarré. Oui. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'Afrique. On va voir la Gambie, le Sierra Leone, la Gold Coast, le Nigeria, les îles de l'Atlantique, et puis l'Afrique du Sud. Non, ce morceau. La prochaine fois, si prochaine fois il y a, ce sera le reste. Ouais. Les colonies, au départ, c'était donc juste sur la côte. Alors, à partir des bases, on progressait vers l'intérieur, et c'était soit les nations qui le décidaient, soit des sociétés commerciales, comme la Compagnie des Indes, etc. Oui. En 1880, voilà l'état d'avancement des colonies. La Gambie, c'est complet. Le Sierra Leone, c'est loin d'être le cas. Le Ghana, il y a juste la côte. Les îles, là, ça va. Et ici, il y a moyen de faire mieux. Oui. 15 ans après, la Gambie, c'est toujours bon. Sierra Leone a progressé. La Côte d'Or aussi. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Et là aussi, ça a évolué. Oui. Et en 1924, le Nigeria est complet, la Côte d'Or aussi, et le Sud. Oui. Il y a d'abord eu, si on parle vraiment du Nord, des agences au Maroc de 1857 à 1957, à Madère, Tenerife et au Cap-Vert dans la première moitié du XIXe. Ce n'étaient pas des colonies, n'ont pas fait partie de l'Empire, donc on ne s'attarde pas. Oui. La Gambie, c'est la plus ancienne et la plus petite possession britannique en Afrique, si on exclut Sainte-Hélène et îles avoisinantes. Au nord, c'est le Sénégal,
à l'est, c'est le Sénégal, au sud, c'est le Sénégal, à l'ouest, c'est l'Atlantique. On l'a découvert en 1447, ce sont les Portugais, je n'ai pas le nom du coupable. En 1558, Élisabeth Ier d'Angleterre, bien entendu, Tudor, accorde une charte à des marins britanniques pour aller s'occuper de la Gambie. En 1765, la Grande-Bretagne, qui est en guerre avec la France, occupe le Sénégal et la Gambie. En 1783, elle rend le Sénégal à la France, mais elle garde la Gambie. Oui. En 1821, elle a le statut de colonie, mais sous la juridiction du Sierra Leone, qui se trouve un peu plus loin. En 1843, ça devient une colonie séparée. En 1860, ils ont de la suite dans les idées. On en revient au Sierra Leone jusqu'en 88. Le 18 février 1965, l'indépendance, et la capitale Bathurst devient en 76 Banjul. Oui. Et voilà donc la carte de la Gambie, Sénégal, et une petite façade atlantique. Et la capitale, qui est le point de départ, comme souvent, au bord de l'océan. Oui. Histoire postale de la Gambie. Il n'y a pas eu d'organisation postale avant 1855. On envoyait la correspondance par bateau jusqu'à Freetown, c'est-à-dire au Sierra Leone, avec l'argent du port, donc la lettre et l'argent. Et ça a été le cas jusqu'en 1875. À cette époque-là, on pouvait faire partir le courrier par le Sénégal avec des timbres de colonies françaises. En 1869, ils ont eu leur timbre propre. En ce qui concerne les entiers postaux, 1880, les cartes postales. 1902, les enveloppes recommandées. Dans presque toutes les colonies d'Afrique, c'était souvent, presque tous les cas, les enveloppes recommandées avant les enveloppes ordinaires. Et dans certains cas, il n'y avait même pas d'enveloppe ordinaire. Donc, les enveloppes en 1911 et les aérogrammes en 1949. Oui. Différentes oblitérations de Gambie. Évidemment, ces deux-là, c'est pour les prix qui ne sont pas affranchis, payés et non payés. Oui. D'autres oblitérations de Gambie, de plus en plus récentes, et avec des types comme en Grande-Bretagne, en tout cas, ce modèle. Oui. Et un pli de Gambie, j'en avais au moins un dans mes stocks. Même si c'est d'après l'indépendance. Oui. Le Sierra Leone, il a un nom absolument ridicule. Sierra, c'est de l'espagnol, et Leone, c'est de l'italien. C'était Serra Leoa, autrement dit, la montagne des lions. Mais on aura mal entendu, mais pourquoi il y a une monstruosité linguistique pareille, je ne sais pas. Mais en Belgique, il y en a une aussi. Hein. Laquelle? Un nom, un mélange de deux langues. C'est une forêt. L'Hertogenwald. Hertog, c'est du néerlandais, Wald, c'est l'allemand. Ou bien c'est Herzogenwald, ou bien Hertogenwood, sans doute. Hein? Pourquoi de nouveau? Alors, ça a été découvert en 1462 par Pedro da Sintra, un Portugais, bien entendu. En 1722, le Lord Chief Justice de Londres décrète que tout esclave réfugié en Angleterre devient libre de plein droit. D'où il y a eu de nombreux réfugiés venant d'Amérique. Même Peter Williamson,
qui a fondé les postes locaux d'Édimbourg. Quand il était gamin, en 1740, il s'est fait kidnapper à Aberdeen et on l'a vendu 16 livres à Philadelphie. Il a eu la chance de pouvoir revenir, mais il y a eu des aventures que je vous ai racontées il y a 10 ans, quand il y a eu l'histoire de la Grande-Bretagne. Mais donc, en 1722, soi-disant, on peut libérer, et malgré tout, il y a eu en Grande-Bretagne des ventes d'esclaves. En 1786, il y a des convois organisés par des philanthropes pour amener au Sierra Leone des réfugiés. Oui. En 1787, la Grande-Bretagne achète auprès des chefs des refuges pour les esclaves. Et fondation de Freetown, qui veut dire la ville libre. En 1790, il y a eu, arrivant de Jamaïque, des esclaves marrons. Un esclave marron, c'est un esclave qui s'est échappé. Ça vient d'un mot espagnol, je crois, et c'est la même origine qu'un avocat marron. En 1807, la Grande-Bretagne abolit la traite. La Convention l'avait déjà fait en 1789, mais Bonaparte l'a rétabli. Et en France, c'est seulement en 1848 que Schœlcher a pu obtenir vraiment la levée de l'esclavage. La Grande-Bretagne l'a fait en 1807 et elle n'est pas revenue en arrière. Et ils installent des recaptives, c'est-à-dire des esclaves qui ont été libérés sur les navires négriers français, portugais, espagnols. Et ces gens libérés, comme on ne savait pas nécessairement d'où ils venaient, et pour se simplifier la vie, on les a envoyés au Sierra Leone. Alors, de 1866 à 88, officiellement, la colonie du Sierra Leone est associée à la Gambie, à la Côte de l'Or et à Lagos. Et ça s'appelle Colony of the West African Settlement, autrement dit, colonie des établissements ouest-africains. En 1888, Crown Colony. Je ne sais pas quelle est la nuance entre colonie tout court et Crown Colony, mais bon. Et en 1961, c'était l'indépendance. Oui, voilà la carte du Sierra Leone avec Freetown ici, comme il se doit, au bord de l'Atlantique. Et sa situation dans l'Afrique. Les deux cartes qu'on a vues jusqu'à présent, le pays, c'est extrait de l'Atlas Jeune Afrique, mais il est tellement grand que pour des pays plus costauds, il déborde de ma photocopieuse et j'ai pas pu. Donc j'ai dû prendre d'autres sources pour voir des cartes. Oui. Histoire postale du Sierra Leone. Avant 1852, il y a un postmaster, mais il n'y a pas de bureau de poste. Alors ce qu'il faisait, il récolte et expédie le courrier sans percevoir de port. Autrement dit, il ne fait pas grand-chose. En 1954, il écrit au gouverneur quels sont les tarifs à appliquer pour le courrier qui vient et pour le courrier qui part. Alors, en 1859, il y a des timbres-poste, des entiers, cartes postales en 81, les enveloppes recommandées en 93, les enveloppes et les bandes en 98 et en 1950, les aéroplanes. Oui, la Gold Coast ou Côte de l'Or. De nouveau, c'est les Portugais qui l'ont découvert. En 1482, ils fondent le fort São Jorge del Mina,
qui est à Antoine, et Elmina, Fort Saint-Georges de la mine. Mine d'or, bien entendu. Ils n'avaient pas allé chercher du charbon à l'époque. Entre 1600 et 1700, il y avait concurrence entre des compagnies à charte des Pays-Bas, de Grande-Bretagne, de Suède, du Danemark, de France et de Brandebourg. On verra plus tard ce que c'est. Et chacun avait ou des forts sur la côte pour la traite de l'or et le commerce des esclaves. Oui. De 1700 à 1775, le royaume Ashanti conquiert la plupart des États de l'intérieur. Sa capitale est Kumasi, qui est le lieu de naissance de Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, il y a un certain temps déjà. En 1821, la région côtière est majoritairement britannique et il rachète les dernières concessions étrangères, les Danois en 50 et les Pays-Bas en 71-72. Au XIXe siècle, il y a eu 5 guerres Ashanti. Les 2 premières perdues par la Grande-Bretagne et les 3 dernières gagnées. Et Kumasi est prise. Et la plupart de mes informations viennent de l'encyclopédie de Robson Lowe. Et à un moment, il dit, comme dans presque toutes les guerres, la Grande-Bretagne perd au début et gagne ensuite. Mais ils l'ont fait un certain nombre de fois en Afrique. En 1957, c'est l'indépendance et il devient le Ghana. Et c'est Kwame Nkrumah qui est le premier président. En général, les dictateurs, ils se considèrent comme des guides. Dulce, Führer, Leader, Maximo, guide suprême et grand timonier. Mais lui, c'est beaucoup mieux. Osagyefo, c'est le rédempteur. Joli. Oui. Faudrait inspirer Trump. Pardon? Ça pourrait inspirer Trump. Je crois qu'il est en bonne voie. Il n'a pas assez de culture générale pour ça. Non, non, on doit le traduire. Voilà donc la Côte d'Or au début, et puis après la guerre 14, elle a hérité de cette partie-là, l'autre partie partant à la France. Et parce qu'il avait été allemand, non? S'il te plaît. Oui, c'est une colonie allemande. Le Togoland, oui, c'était une colonie allemande. Ce qui fait qu'il y a encore maintenant des noms comme Machado Dorf ou Kleinpopo. Kleinpopo, pareil. Et les mines d'or, c'était où? S'il te plaît. Les mines d'or, c'était où? Sur la côte. Sans doute un peu partout, hein. Mais je ne sais pas, j'avoue. Je me renseigne. Oui. Le long des fleuves, Je pense. en toute logique. Pardon? Le long des fleuves, en toute logique. Il y a un chemin de fer. Tout dépend si c'est de l'or alluvial Oui, oui. ou dans des mines. Ici, il y a un chemin de fer, effectivement. Dans la mesure où les Portugais l'ont appelé Elmina, ça pourrait impliquer qu'on creusait. Oui, oui. Oui, je ne sais pas. Oui? Avant 1875, les lettres étaient prépayées et on écrivait paid. Et dépendaient du Sierra Leone. Le courrier était débarqué à Freetown qui fait suivre. Oblitération 554 pour Accra, 556 pour Cape Castle. Et en fait, ce sont des numéros qu'on a pris des petits bleds en Angleterre qui avaient changé de statut postal. Et il y avait donc 2 numéros libres. Et on les a, rien ne se crée, rien ne se perd. Alors, premier timbre en 1875, première carte postale 1880, enveloppe recommandée 1888,
les enveloppes en 99 et les aérogrammes en 48. Oui. Différentes oblitérations, de nouveau, comme en Grande-Bretagne, c'est celle qu'on a chippée à des patelins. Elmina, oui. De nouveau, différentes formes. Ils avaient beaucoup d'imagination, oui. Alors voilà encore quelques-unes de plus en plus récentes. Une oblitération à pont comme. S'il te plaît. Oblitération à pont, je dis comme en Allemagne. Ou comme en Grande-Bretagne aussi. Peut-être aussi. Ouais. Je crois que ce sont les Suisses qui ont eu les premiers, et puis d'autres ont copié. Jean-Louis, le premier cachet, tu peux le reprendre. Oui. Tamale, c'est Oui, voilà, je crois que c'est un plat mexicain, mais je crois que ça n'a aucun rapport. Je crois que la couronne signifie Gold Coast, c'est Northern de Territory. de la couronne, et donc une Crown Colony. Donc il y avait deux espèces de colonies, il y avait les Crown Colony et les colonies. Les Crown Colony, c'était une possession de la couronne britannique. Et donc la couronne était représentée par un gouverneur, tandis que dans les colonies, il y avait une sorte d'assemblée locale. Donc c'est une question de dépendance ou non de la couronne. C'est un peu comme pour Jersey et Guernsey, Directement à la couronne. aussi à la couronne. Et à chaque émission de timbre, ou bien donc c'est la princesse Anne, ou bien donc le petit-fils, etc. Et c'est ce qu'on appelle en flamand des koekendose images, c'est-à-dire donc des images très très flatteuses enfin, de la famille royale. On ne va pas montrer en haut. Voilà. Bien, merci. Et un entier du Ghana, mais donc d'après l'indépendance. Oui. Alors, le Togo est une colonie allemande sous tutelle. L'ouest pour les Britanniques, l'est pour les Français. C'était administré par la Gold Coast. Ça a été absorbé par le Ghana à l'indépendance. Alors, on a d'abord eu des timbres de Gold Coast surchargés Togo Anglo-French Occupation, puis non surchargés. Des cartes postales de la côte nord surchargées. Des cartes postales du Togo allemand surchargées aussi. Oui. Le Cameroun. Une question, c'est un condominium comme les Nouvelles-Hébrides ou pas du tout? Non. C'est pareil. Un morceau. L'ouest pour les uns, l'est pour les autres. Et c'est le cas aussi pour le Cameroun. En fait, j'aurais dû mettre Cameroun 2 O pour mettre l'orthographe britannique dans le titre maintenant. C'est elle aussi une colonie allemande sous tutelle, même partage. Il est absorbé par le Nigeria. Des terres du Nigeria, puis du Cameroun, allemand, surchargé. Colonial Expeditionary Force, Cameroun Expeditionary Force, donc force expéditionnaire vers le Cameroun, qui, Dieu sait pourquoi, c'est au pluriel. Alors pour ceux que ça intéresse, et même pour les autres, l'étymologie de Cameroun, ça vient d'un mot portugais qui veut dire crevette. Parce qu'il y avait beaucoup de crevettes dans le Rio des... Je ne sais plus comment dire en portugais, j'ai jamais appris la langue. Oui. Alors, on arrive dans un gros morceau très compliqué, le Nigeria et toutes ses ramifications. Oui. Donc, on a vu la Gambie, on a vu le Sierra Leone, on a vu la Côte d'Or et voici le Nigeria. On démarre d'abord de Fernando Po. Oui. Le Nigeria est une combinaison des territoires de Lagos ou Lagos, Royal Niger Company,
Oil Rivers, protectorat côte du Niger, c'est un mélange d'ethnies et de cultures variées. Le seul lien, c'est le fleuve Niger et ses affluents. Il y a eu plusieurs grandes civilisations et empires. Nok, c'est vers le 7e siècle, Kanem Bornou, Oyo et Bénin et Ifé. Il y a un pays qui s'appelle Bénin, mais il n'a qu'une toute petite part à l'empire du Bénin. Oui? Tu veux bien revenir en arrière? Et tant Ifé que Oyo, ils ont des sculptures qui valent bien ce qu'on trouve en Occident. Oui? Fernando Po. C'est plus trop grand. Ça. Comme ça. Ça a été découvert en 1486 par Fernando Po, qui l'eût cru. Les Portugais estiment que le développement de l'île est trop difficile, ils s'en vont. Les Espagnols les remplacent, mais n'en font guère plus. De 1827 à 1934, c'est loué par les Britanniques comme base navale anti-esclavagiste. Et donc ils le louent aux Espagnols. Oui? À la fin du bail, le capitaine Beecroft reste. Il est nommé gouverneur par la reine d'Espagne. Il devient consul britannique pour les baies de Bénin et du Biafra. Oui? Les deux courriers voyagent par les bateaux des missions baptistes. En 1858, on expulse les missions et les esclaves libérés qui doivent partir au Cameroun. Le consul est nommé agent du British Post Office. En 1860, on utilise des timbres britanniques et en 1877, le bureau est fermé. Oui. Voilà des oblitérations de Fernando Po, qui donc n'a jamais été propriété des Britanniques, mais qui était loué. Oui. Non, à l'époque, c'était des timbres anglais, je suppose, qui étaient sur chaque, enfin, qui étaient oblitérés. Qui étaient fabriqués C'était des timbres anglais. Oui. Non, ce sont des timbres de port payé. Oui, d'accord. Hein? Paid at Fernando. Oui. Lagos, qui est un archipel et un territoire côtier de plus ou moins 225 km. C'est un centre de commerce international dès le XVe siècle. En 1851, il entre dans la zone d'influence britannique et on s'en sert pour des expéditions punitives anti-esclavagistes. Oui. Voilà, Lagos est ici. Et donc, voilà le territoire de Lagos. Alors, on va bientôt parler des Forcados et de la rivière Brasse. Et puis, il y en a une autre région qui sera là. Bon. Oui. De 1853 à 1962, ça dépend de la Côte d'Or. Statut de colonie en 62. 66-73, ça dépend du Sierra Leone. En 73, de la Côte d'Or. En 86, indépendant. Vous avez dit, ils ont beaucoup de suite dans les idées. En 1906, il y a fusion avec Nigeria du Sud et ça devient la capitale de la nouvelle colonie. Oui. Il y avait un service postal à Lagos. Des timbres propres en 1874, en 79 des cartes postales et en 95 des enveloppes recommandées. Oui. Et voilà une carte postale de Lagos.
Je ne l'ai pas en oblitéré, recommandé, etc. Oui. Et différentes oblitérations pour les colis postaux, etc. Oui. Des ports payés. West Coast of Africa, pour ceux qui ne savaient pas où situer Lagos. Oui. Les territoires du Niger. Au Niger Territories, ou Niger, je ne sais pas très bien. Entre les Carros et les rivières basses, c'est-à-dire tout le delta du Niger. Et également le long du Niger. C'est administré par la Compagnie royale du Niger. En 1900, incorporé au Nigeria du Sud et du Nord, dont nous allons bientôt parler, oui. Pendant 40 ans, pas de marque postale propre. Le courrier va par Fernando Po et des navires de passage. La Royal Niger Company fournit des timbres à date en caoutchouc qui servent de marque de franchise. Et il y avait un accord avec la Poste à Londres. Les lettres qui avaient se cacher là devaient payer, le destinataire payait port simple et non port double. Donc il n'y avait pas de sanction. Oui. Et les timbres à date en 1899 et sur des timbres britanniques. Oui. Ça, ce sont les marques qui servaient de marque de franchise, si je puis dire. Un timbre non disponible, oui. Et ceux-ci qui servaient à oblitérer les timbres britanniques. Les oblitérations noir et blanc viennent de l'encyclopédie de Robson Lowe, mais qui date des années 50. Il n'y a pas de couleur. Désolé. Oui. Oil Rivers Protectorate. C'est un rivage entre les rivières de Bénin et l'embouchure du Rio del Rey, mais divisé au centre par des fortes closes aux rivières basses par le Royal Niger Company. Donc il y avait un arc de cercle, c'était protectorat des Oil Rivers, et au milieu, il y avait la Royal Niger Company. Et le oil du titre, ce n'est pas le pétrole comme on pourrait penser, le Nigeria étant le premier producteur africain de pétrole, mais l'huile de palme. Dès le XVe siècle, il y avait un commerce d'huile de palme. En 1882, il y a un consulat à Old Calabar. Ils s'attribuent eux-mêmes le statut de protectorat, et ça devient officiellement, en 1995, le protectorat de la côte du Niger. Et en 1900, on l'inclut dans le Nigeria du Sud. Oui. Même arrangement que pour Lagos et les territoires du Niger. Les paquebots faisaient régulièrement escale à Old Calabar et Bonny, entre l'Union postale universelle en 1979. Ils utilisent des timbres britanniques en 1991. Oui. Des timbres et des entiers surchargés British Protectorate Oil Rivers, leur propre timbre, mais pas d'entier. Alors ici, il y a eu manifestement le tripotage. C'est on surcharge un timbre avec un demi-penny, mais en 7 couleurs et dans toutes les positions. Alors qu'il n'y ait pas eu de magouillage au profit des philatélistes, et on surcharge aussi les timbres avec des faciales très élevées de 1 à 20 shillings, autrement dit 1 livre. Alors, il y avait eu des timbres avec des montants pareils, mais la nécessité de surcharge ne saute pas aux yeux.
En 1893, ce sont des timbres des rivières de l'huile surchargée Niger Coast. Ouais. Voilà différentes oblitérations. Oui. Un entier du protectorat des côtes de Niger, avec oblitération de complaisance de Bonny River. Oui. Alors, le protectorat du Nigeria du Nord, Northern Nigeria, limité au nord par le Niger, colonie française, et le Tchad, s'étend jusqu'à la ville d'Ida, on peut l'orthographier comme on veut, et une ligne passant par cette ville est parallèle à la côte. Jusque en 1900, le cours du Niger et de la Benue est le domaine de la Royal Niger Company. Oui. Le protectorat est proclamé administration indépendante en 14. On unifie tous les morceaux en 1914. Il y avait peu de bureaux de poste et de moins en moins. 29 en 1904, 27 en 1906, 22 en 1912. Est-ce qu'on a dépeuplé la région? Je ne sais pas. En 1900, des timbres spécifiques, mais pas d'entier postal. Oui. Nord du Nigeria et Kano, qui est la principale ville du Nord. J'y ai mis les pieds une fois, c'était absolument sinistre, mais c'était une escale de la Sabena. C'était en pleine nuit, et il n'y avait quasi pas de lumière. On était content de repartir. Oui. Colonie protectorat du Nigeria du Sud, Southern Nigeria. C'est la moitié du Nigeria, moitié sud du Nigeria moderne. Au 31 décembre 1899, la charte de la Royal Niger Company est révoquée et son territoire est divisé. La moitié du sud plus le Niger Coast devient Southern Nigeria. Lagos reste en dehors jusqu'en 1906 et il devient capitale à la place de Old Calabar. Oui. En 1900, des timbres postes spécifiques, des enveloppes en 1901 et des recommandés et des cartes postales. Oui. Donc, Lagos est là. Ici, la compagnie, ici le protectorat du sud, du nord, Fernando Po, qu'on a vu tout à l'heure. Oui, différentes oblitérations, le sud, oui, et un entier des Holy River oblitéré à Old Calabar. Oui. Le Nigeria en tant que tel. Le nord et le sud sont réunis. Colonie et protectorat. Comment on peut être les deux à la fois? Je ne sais pas. La partie ouest du Cameroun allemand entre sous sa juridiction. Indépendance en 1960. Alors ici, assez surprenant, le morceau du Cameroun intégré, on avait dit une partie à la France, une partie à l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne. Et à l'indépendance, un morceau de ce qui était attribué à la Grande-Bretagne a décidé d'aller avec la France, enfin avec le Cameroun devenu indépendant, mais qui sortait de la tutelle française. En 1963, ça devient officiellement une république, et de 67 à 70, c'est la sécession du Biafra. Oui. Ils ont leur timbre en 14, ils ont enveloppe recommandée, des cartes postales
qui sont à peu près inconnus, d'après le catalogue des entiers d'Afrique, des enveloppes normales 13 ans après, des aérogrammes en 48. Le Biafra a eu des timbres, mais pas d'entier pour tout. Oui. Un entier du Nigeria envoyé en Australie. Oui. Alors, je vais vous parler d'un bonhomme. Comme je vais vous dire qu'il a fait une connerie gigantesque, je tiens d'abord à vous prouver que ce n'était pas un con. Il l'a fait de bonne foi, mais les conséquences perdurent 125 ans après. Général Frédéric Lord Lugard, premier baron Lugard. D'abord comme militaire, en Afghanistan, au Soudan, en Birmanie, au Nyasaland contre les esclavagistes. Il explore le Kenya pour l'East African Company. Il est administrateur militaire en Ouganda, où là, il expulse les missionnaires catholiques pour céder la place à des anglicans, sous prétexte que c'était des étrangers. Il travaille à la Royal Niger Company, il va au Botswana, et il organise la West African Frontier Force, autrement dit, contingent de police militaire pour toutes les colonies de l'Afrique occidentale, oui. Au commissaire au protectorat du Nigeria du Nord, gouverneur de Hong Kong, gouverneur des deux Nigeria, gouverneur du Nigeria unifié, délégué de Grande-Bretagne à la commission des tutelles de la Société des Nations. Il prônait l'administration indirecte, c'est-à-dire c'était des Noirs qui dirigeaient des Noirs et donc qui prenaient les mauvais coups éventuellement. Enfin, apparemment, c'est cité comme quelque chose de remarquable. Tandis qu'au Congo, c'était les agents territoriaux qui allaient percevoir l'impôt et lors de la révolte des Bapende dans les années 30, juste après la crise de 29, on n'achetait plus grand-chose au Congo, donc les gens n'avaient plus de fric, mais devaient quand même payer l'impôt capitatif. C'était pas sur les revenus, c'était par tête de pipe. Et Maximilien Ballot, qui portait bien son nom, a été réclamé les impôts des Bapende, qui l'ont zigouillé, découpé en morceaux et sont partagés. Et il a fallu des mois pour récupérer tous les morceaux et les renvoyer à Madame. Bon, enfin ça c'est autre chose. Oui. Alors, sa connerie, comme gouverneur des deux Nigériens, il a pris une mesure désastreuse. Pas pour lui, mais pour le pays. Interdiction des missionnaires chrétiens au nord. Il a d'abord été en poste au nord avant d'être en poste dans les deux. Et, comme un certain nombre, il est tombé plus ou moins amoureux de l'islam, sans se convertir. Et il s'est dit, si on met des missionnaires chrétiens, ça va foutre le bazar. Seulement les missionnaires, qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent? Ils font des dispensaires et surtout des écoles. Et qu'est-ce qu'ils apprennent? L'anglais, lire, écrire. Et donc quand les sociétés et l'administration ont besoin de personnel, qui prennent-ils? Les gens du Sud, puisque ce sont les seuls qui sont utilisables. D'où ceux du Nord, ils connaissaient le Saint-Coran sur le bout des doigts, comme tout bon musulman. Mais ils savaient peut-être lire l'arabe, je ne sais pas, mais ils ne savaient sûrement pas lire l'anglais. Ce qui fait qu'ils ont eu à peu près une génération de retard, mais toutes les bonnes places étaient prises. D'où un ressentiment entre les deux parties. Oui. Alors, un autre qui a aussi fait une gaffe, Al-Haji Sir Aboubakar Tafawa Balewa. C'est un des premiers nordistes à avoir fait des études en Grande-Bretagne.
Ah, donc c'est pas tout à fait un idiot. C'était un bon musulman, il avait 4 femmes et 19 enfants. Et un jour, il a appelé des démographes et il leur a dit combien sommes-nous? Alors, ils ont travaillé, ils ont remis un rapport, ils avaient 48 heures pour quitter le pays. Bon. On appelle une autre équipe, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous souhaitez? Ben, je suis du Nord, je sais bien qu'il y a des gens dans le Sud, mais enfin j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de poids dans le... Ça va. Ils ont fait quoi? Comme on leur demandait. C'était pas ceux de Louvain-la-Neuve. L'Institut de démographie date de 66, donc on est à l'abri des critiques. Et le brave homme s'est fait zigouiller, renversé par le général Ironsi, qui lui-même s'est fait renverser par le général Gowon, et ça a continué. Il y a à peu près autant de coups d'État et de régimes militaires qui succèdent au Nigeria qu'en Équateur ou en Bolivie. Oui. Alors, maintenant, les îles d'Ascension de Sainte-Hélène et de Tristan d'Acunha. 3 îles de l'Atlantique Sud. Ascension est à 1131 km de Sainte-Hélène et Tristan d'Acunha est à 2120 km de Sainte-Hélène. Et administrativement, les 2 extrêmes dépendent de Sainte-Hélène. Oui. En 1501, João da Nova découvre l'Ascension, enfin l'île d'Ascension. 2 ans après, Alfonso de Albuquerque redécouvre, comment est-ce qu'on l'avait perdu en 2 ans, je ne sais pas, et c'est le jour de l'Ascension, d'où le nom très original de l'île, qui est restée inhabitée jusqu'en 1922, sauf 1815-1821, une garnison militaire pour éviter que les Français ne descendent un peu délivrer Popo. Et l'île a été reboisée sur recommandation d'un certain Charles Darwin, qui n'a pas été que au Galapagos, apparemment il est passé là aussi. Oui. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était une base américaine. En 82, pendant la guerre des Ban-Louin, c'était la base aérienne de la Grande-Bretagne. Il n'y a aucun résident en demeure. Tous ceux qui y sont sous contrat ou accompagnant des sous-contrats. Fin de contrat égale départ. C'est une base météo, une base navale et des relais télécoms. On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'ils ont plein de timbres. Enfin, oui. Dans quel but? Oui. On déposait des bouteilles avec les messages dedans. Quand quelqu'un passait dans l'autre sens, il l'emportait. Il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés. Je ne crois pas. Mais tu verras, dans d'autres pays, c'est encore plus folklorique. Sous des pierres. Bon. De 1855 à 1922, des timbres de Grande-Bretagne. On ne voit pas très bien pour qui. En 1922, ce sont des timbres de Sainte-Hélène surchargés. En 1924, leur timbre propre, mais de nouveau, pour qui? De 1863 à 1977, le courrier maritime partait par l'Union Steamship Company et les successeurs, et puis c'était courrier avion via Londres en sac clos par avion militaire, et puis par avion américain vers Miami, et on les renvoyait en Angleterre par British Airways. L'imprimerie se trouvait à Ascension? Je ne crois pas. Sans doute les Crown Agents. Oui. Mais vous voyez, il y
même des lettres recommandées qui portaient. Oui. Ouais. Et des timbres. Oui. C'est une publicité. Il faisait le tour du monde et envoyait au Toubib des publicités de tous les pays. Je suppose que le courrier partait en sac Il y en a beaucoup. jusqu'à Ascension, et qu'on demandait, mais qu'il n'y avait pas même quelqu'un de la société qui allait sur place. Oui, oui, oui. Et on en trouve à destination de la France, de la Belgique et tous les pays. En général, les cachets sont gros, hein, sont bien placés. Donc, Oui, parfois. voilà. Oui, ici, c'est pas tout à fait le cas. Ici, Métalloscopie a fait ça encore il n'y a pas longtemps. Il y avait des courriers d'aventuriers, là, ils faisaient aussi. oui, Oui, c'est pendant une vingtaine d'années que oui, ça a c'est eu lieu. tout, quoi. Oui. Mais tout était imprimé comme ça. Hein. Ah oui, C'était même pas à la main, tout était. ce sont des caractères d'imprimerie façon Oui, oui. manuscrite. Ah oui, non, pas cette partie-là, je veux dire l'adresse. Ah oui, L'adresse était imprimée aussi. Alors, Les plaquettes, il y a des plaquettes aussi. non, des plaquettes avec des adresses de. Oui, oui, oui. Puis machinalement, Oui, on les imprime. moi j'ai imprimé d'office. oui. Alors, Sainte Helena ou Sainte Hélène, c'est de nouveau Joao da Nova qui l'a découverte. Les Pays-Bas s'y installent en 1633 et s'en vont en 1651. Ça devient une base de ravitaillement pour la British East India Company, qui est allée en Inde en contournant l'Afrique, donc il fallait bien qu'ils se ravitaillent quelque part. De 1815 à 21, la British India Company loue l'île au gouvernement britannique Pourquoi? pour un note dit de marque, mais Napoli. enfin, pour un criminel de guerre, disons. La compagnie cède le caillou à la couronne. De 1890 à 97, un prisonnier de marque, le chef zoulou Denizuluka Chestwayo. De 1900 à 1902, le général Pitt Cronier et 6000 bourgs. Les bourgs capturés pendant la guerre ont été expédiés à Ceylan, à Sainte-Hélène et aux Bermudes, suffisamment loin pour que, même s'ils s'échappent, ils ne puissent pas revenir. Là, c'était difficile. Et ils avaient aussi toute une série de camps de concentration sur place. Mais c'était plus pour les familles que pour les combattants. Ah, C'est les Anglais qui les ont inventés, les camps de concentration, c'est pas les Allemands. non, non, Il y a une différence entre concentration et élimination. Camp d'extermination. l'extermination, c'est tout à fait différent. Alors, les lettres étaient échangées via des navires de passage. Le premier bureau de poste, par hasard, c'est en 1815, sous l'autorité du Cap de Bonne-Espérance. Vers 1850, il y avait jusqu'à 1000 navires qui s'arrêtaient chaque année. Une fois que le canal de Suez, inauguré en novembre 1869, a été fonctionnel, il y a plus grand monde qui passait. Le courrier était gardé au bureau, il n'y avait pas de distribution. En 1856, ils ont eu leur timbre propre. Et les timbres à notes, c'est 2 ans après. Avant 1912, il y avait souvent des oblitérations bouchons. Là, on va voir qu'ils avaient de l'imagination. Carte postale et réponse payée en 1896 et programme en 82. Les autres variétés, oui. Les navires qui faisaient escale à Sainte-Hélène, les 1000 navires, là-dedans, il y en avait au moins 500 touristiques, anglais et français, qui venaient pour voir la tombe de Napoléon. Oui, peut-être, mais
C'était aussi Ça faisait, oui, sur le trajet pour les Indes. Et il y avait pas mal de navires qui allaient enfin, en fait, Pas beaucoup de touristes en 1850. Si. Vous allez voir la tombe de Napoléon. Si tu savais le nombre de lettres qui existent comme ça? Ouais. Ah oui. Non, ça devait coûter une fortune. Et les Anglais aussi, ils allaient voir. Ils s'arrêtaient peut-être sur le chemin des Indes. Peut-être, mais touristiquement, jusqu'en 1850, quand le corps était rapatrié en France, ça, c'est. Ces Anglais, ils avaient de l'argent, hein, parce que Oui. les grandes fortunes anglaises ont été construites au XVIIIe siècle grâce à la traite des Noirs. Ouais, c'est ça. Hein. Oui, vas-y, je. oui. Voilà Les bouchons. 4. Il paraît que ça serait SH pour Saint-Hélène. Le H, je le vois, mais le S. Enfin. Oui. Et voilà tout l'assortiment des bouchons, des bouchons. Il faut croire qu'ils s'usaient vite. Ça coûtait pas très cher. Hein. Non. Oui. Alors, Tristan d'Acunha, découvert en 1506, comme on l'aurait juré, par Tristão d'Acunha. Bon, Tristão étant la version portugaise de Tristan. En 1816, la Grande-Bretagne le prend pour mettre une garnison de nouveau à plus de 1000 km. Je ne sais pas si ça servait grand-chose, mais bon. Oui, c'est jamais. Exactement. En 1938, ça devient l'indépendance de Sainte-Hélène. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, ça devient His Majesty Ship Atlantic Isle. Autrement dit, navire de Sa Majesté, île de l'Atlantique. Ce n'est pas le seul cas où une île est devenue un bateau. C'est aussi le cas de Malte. Ils avaient le statut de navire et donc tous les gens qui étaient dessus dépendaient de la Royal Navy. Et il y avait une petite garnison sud-africaine pendant la guerre. Le 10 octobre 1961, les 280 habitants sont évacués vers la Grande-Bretagne pour danger d'éruption volcanique et ils reviennent quelques années après. Oui. Beaucoup moins. De toute façon, ils étaient 280 au départ, ils ne seraient pas revenus à beaucoup, même s'ils ont cru et multiplié entre-temps. Il n'y avait pas de poste. Le courrier arrive et part selon les occasions. On utilisait des timbres de Grande-Bretagne ou de Sainte-Hélène, mais ils n'étaient pas en vente sur l'île. Donc il fallait les avoir avec ça. En 52, des timbres de Sainte-Hélène surchargés. Et en 53, des timbres propres de nouveau pour 280 personnes. Il y a certains qu'on visait les philatélistes. Même chose pour Ascension. Oui. Une oblitération de Tristan d'Acunha. Alors, un autre gros morceau qu'on ne terminera pas aujourd'hui, tellement il est gros et compliqué. Jusqu'en 1910, c'était British South Africa. De 10 à 61, Union of South Africa, et maintenant South African Republic. Mais attention, la British South Africa Company, ce n'est pas là, c'est en Rhodésie. Il faut croire qu'ils ne savaient pas très bien la géographie pour s'appeler Afrique du Sud, mais bon, le fait est là. Oui. Alors, de nouveau, un schéma passablement compliqué. Oui. Cape Town. Le Cap, la colonie du Cap, le Basutoland, le Swaziland. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a deux Bechuanaland, un qui était protectorat et l'autre qui était colonie.
le Caland Ouest, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, et les États-bourgs, Transvaal et Orange-Free-State. Plus encore quelques complications supplémentaires. Oui? Donc, au début, il y avait les Hollandais au Cap. Et puis, ils ont été un peu plus loin, mais pas des masses. Puis, les Britanniques sont arrivés, ils sont repartis, ils sont revenus. Ils ont tellement cassé les pieds des autochtones blancs, les bourgs, qu'ils ont foutu le camp et ils ont fondé l'État libre d'Orange et le Transvaal, simplement parce que ça se trouve au-delà du Vaal, qui est un affluent du fleuve Orange, qui lui par. Oui. Cape of Good Hope ou Cap de Bonne-Espérance. C'est Bartholomew Dias, autrement dit Bartholomew Diaz, qui atteint le Cap en 1488. En 1497, Vasco de Gama double le Cap et il continue vers les Indes. En 1495, les premiers Hollandais arrivent. En 1652, Jan van Riebeeck s'installe. Son but était de ravitailler les navires de la octroyère de Oost-Indische Compagnie. Les Blancs réclament Van Riebeeck aux dirigeants de faire venir des huguenots français qui s'y connaissent dans la culture de l'olivier et de la vigne. Et c'était aussi la révocation des l'édit de Nantes. Oui, 1685, révocation de l'édit de Nantes. Et donc c'était l'occasion. Bon, il y en a des États qui sont partis en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, mais il y en a donc qui sont partis en Afrique du Sud. Oui. De 1795 à 1803, les Pays-Bas étant alliés à la France à ce moment-là, la Grande-Bretagne occupe. 1803, traité d'Amiens, ils rendent aux Hollandais. Cette fois-là, ils avaient pris le Cap, Ceylan et l'Indonésie. Ils ont rendu le Cap et l'Indonésie, mais ils n'ont jamais rendu Ceylan. Alors, 1806, la guerre recommence, donc les Britanniques reviennent. En 1815, un chef zoulou, appelé Chaka, que certains appellent le Napoléon africain ou le Napoléon zoulou, extermine toute une série d'autres ethnies. Il avait une méthode très particulière de faire la guerre. On zigouillait les hommes et on prenait les femmes. Et les jeunes Zoulous ne pouvaient pas aller se marier s'ils n'avaient pas tué des ennemis au combat. Bon, aussi. Donc, ce qui faisait qu'ils étaient tellement. Voilà, les petits jeunes qui avaient envie d'avoir des femmes, ben, ils devaient liquider les ennemis pour une autre récompense. Il n'a pas eu une longue carrière, mais il avait établi un royaume assez étendu et assez puissant. En 1835-37, les Britanniques ne voulaient pas d'esclavage, avaient tendance à imposer l'anglais et tout un tas d'autres mesures vexatoires. 25 000 bourgs partent en chariot tirés par des bœufs. Et le voyage, c'est le grand trek, qui est le mythe fondateur. Et ils partent vers le nord-est, fonder l'État libre d'Orange.
Ce n'est pas Orange le fruit, mais Orange la ville en France. Le prince d'Orange, Orange c'était au sud de Lyon et Nassau c'était en Allemagne. Alors il y a une bizarrerie géographique. En plus d'avoir la colonie du Cap, ils avaient un petit bout dans ce qui est maintenant le sud-ouest africain. Ça s'appelait Walvis Bay, une borde horizontale. Bon. Et ça n'a cessé qu'en 1994. C'est 40 miles fois 20. Donc 4 fois 16, 64 sur 32. En 1886, on trouve des diamants à Kimberley, qui est à la limite de la colonie du Cap et de l'État d'Orange, dans le Griqualand Ouest. Et en 1910, le Cap rejoint l'Union sud-africaine. Oui, ici, on mettait le courrier sous des pierres. Et donc, les navires qui passaient, on mettait quand même une marque sur les pierres. Hein. Ce n'était pas aller retourner toutes les pierres. En 1791, il y a un maître des postes. Et il y a une taxe de 6 stuivers par feuille. Et s'il y a plusieurs feuilles, il faut mettre plusieurs fois le même cachet. En 1853, il y a des timbres triangulaires, les triangulaires du Cap, bien connus. Il y a de nombreux faux. Il y en a un qui est tellement con qu'on a mis one pence au lieu de one penny. C'est quelqu'un qui connaissait bien son sujet. Au début, on mettait une oblitération triangulaire noire plus un timbre à date rouge, tandis qu'il y avait un rouleau de barre horizontale pour les journaux. En 1878, des cartes postales, en 82, des enveloppes recommandées, en 92, des enveloppes normales, cartes, lettres et bandes qui ont été démonétisées en 1937. Rien ne se crée et rien ne se perd. Il y a de petites économies. On voit bien qu'il y avait des Hollandais. Oui. Tu pourrais le raccourcir pour être bien lisible. C'est le cachet qu'on mettait autant de fois qu'il y avait de feuilles dans le pli. C'est Oost Indisch Compagnie, mais le V c'est Verenigd et si Stuyver. Oui. Oblitération triangulaire. Oblitération plus classique, oui. Exemple de l'oblitération manuscrite. Il aurait pu mettre des exemples un peu meilleurs, mais une bande de 3, c'est pas mal quand même. Déjà comme ça, je le veux bien. Une bande de 3. Hein. Voilà. Oui. Et VOC, c'est Verenigde Oost-Indische Compagnie. Pardon? C'est Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC. Merci. Différentes oblitérations de nouveau avec une belle imagination. Il y a des oblitérations de Londres qui avaient exactement cette apparence. Et celui-là aussi. Oui? Des cachets de postes payés. Oui? Ça, c'était pour les journaux. Oui? Et d'autres oblitérations encore. Oui? Un entier du Cap de Bonne-Espérance. Oui?
Alors, le Griqualand Ouest. Griquas, il paraît que ça veut dire bâtard. Bon. C'était des métis de bourgs et de femmes indigènes. Ils étaient mal vus par les deux communautés. D'où ils ont eu tendance à se regrouper. Leur premier établissement, c'est à Griquatown. Griquawastat en afrikaans. En 1843, Adam Koch III, il y en avait eu deux avant, demande l'aide des Britanniques contre les bourgs. C'est toujours dangereux de demander l'aide des Britanniques. D'ailleurs, 18 ans après, il s'en va. Et il va dans le Griquas East. Oui, on trouve des diamants à Kimberley, ville qui a été fondée en 1871. On les trouve à Kimberley et dans la rivière Vaal. Cecil Rhodes, on peut s'étendre un peu sur son rôle, on l'envoie en Afrique du Sud pour sa santé. Il était un peu poitrinaire, ça lui fera du bien d'aller là-bas. Il se trouve sur place au moment de la découverte des diamants et il se rend compte qu'on gagne peut-être plus à fournir les prospecteurs en matériel et en ravitaillement que de chercher des cailloux aléatoires. Il s'en met plein les poches, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, et chaque fois qu'il y a un chercheur qui abandonne, il lui rachète sa concession. Et au bout de 3 ans, il a à peu près tout Kimberley. Et il fonde la société dont vous avez déjà entendu parler, la De Beers, qui était le nom d'une des fermes où on a trouvé les premiers diamants. Il est devenu par la suite Premier ministre du Cap et son rêve c'était de constituer l'Afrique britannique du Cap au Caire et de constituer une route. Il y est presque arrivé. Et c'est en son honneur que les deux Rhodésies s'appellent Rhodésie. Ce n'est pas en fonction de l'île de Rhodes, mais en fonction de Cecil Rhodes. Et Bernard et Ernest Oppenheimer, comme leur nom l'indique, c'était des juifs allemands qui sont partis faire fortune là-bas. Bernard est devenu Sir Bernard et Ernest est devenu la première fortune d'Afrique du Sud, jusque dans les années, fin des années 50, début de 60. Et Ernest, il a fondé l'Anglo-American Corporation, qui par la suite a été actionnaire principal de De Beers. Ce qui lui a permis d'être première fortune. Bien. La région était administrée par l'État libre d'Orange, revendiquée par le chef des Griquas et par le Transvaal. En 71, on l'a attribué à Waterbourg, qui est le chef des Griquas, successeur de Koch, et on le cède à la Grande-Bretagne, et elle devient colonie de la Couronne. Et en 1880, elle est annexée à la colonie du Cap. C'est pour ça que vous n'en avez sans doute pas entendu parler, parce qu'elle a rapidement disparu. Oui. Par poste avant 1871. En 1974, des timbres du Cap avec une surcharge manuelle, puis des timbres avec une surcharge typographique, soit
GW, Griquin Ouest ou G tout court. En 1880, les timbres du Cap surchargés, non, les timbres du Cap surchargés sont rapatriés au Cap et ils servent dans toute la colonie du Cap. Donc, qu'il y ait G dessus ou pas, c'était valable partout. Oui. Le Basutoland, c'est entre la province du Cap et le Natal. D'abord un protectorat britannique, puis c'est annexé par la Grande-Bretagne, ça fait partie du Cap, ça devient une grande colonie, et eux, ils ont largement échappé à la guerre des bourgs. Oui. On ne l'a pas intégré à l'Union en 1910, il était administré par un haut commissaire, en 65 autonome, en 66 indépendance, et ça devient le royaume du Lesotho. Oui. Il y a une raison pour laquelle le Lesotho et le Swaziland n'ont pas été intégrés, je l'ai su, mais je ne sais plus. Parce que justement, ils s'étaient réfugiés sous la protection de la couronne britannique. Il y a une histoire comme ça. C'est possible, ou bien. Une raison historique pour laquelle justement ils n'ont pas été intégrés. Divisés pour régner aussi. Oui. Oui. On y employait des timbres du Cap, puis des timbres de l'Union sud-africaine, à partir de 1933, des timbres propres, sauf une émission, celle de la Victoire, où ils étaient surchargés en 1933, les enveloppes recommandées et les cartes postales, les aérogrammes de l'Union surchargés et puis les aérogrammes propres. Oui. La couverture du bulletin, Basutoland, sur des timbres d'Afrique du Sud. C'est donc la seule émission surchargée et je ne sais pas si ça se voit dans la salle, mais ici c'est en anglais, postage, et là c'est en afrikaans, postal. L'afrikaans, pour autant que je sache, c'est une forme paresseuse du néerlandais. Il y a des tas de lettres qui disparaissent. C'est-à-dire, enfin, donc, c'était donc le néerlandais tel qu'il était parlé aux Pays-Bas au XVIIe siècle et qui a connu une évolution propre en Afrique du Sud. Et avec un accent tout à fait spécial, on dit Zuid-Afrikaans, tandis que nous on dit Zuid-Afrikaans en néerlandais, mais là c'est Zuid-Afrikaans. Donc ils chantent énormément. C'est les Québécois néerlandais, quoi. C'est les Québécois néerlandais, quoi. Ah bah oui, c'est un peu la même chose. Une évolution différente. Oui, C'est pas vrai. et même au niveau du vocabulaire, il y a des mots typiquement sud-africains qui n'existent pas. Ils ont intégré les mots douces. Ouais. C'était pas utilisé aux Pays-Bas. Non. C'est une évolution tout à fait séparée. Ah, mais donc, le T de poste, ils en font l'économie. Postel. Oui. Ça devient donc le Basutoland. Mais ici, c'est vers la France. Oui. Place Marine. Et le Lesotho. Oui. Le Natal. Il a été découvert à Noël, d'où son nom, bien entendu, 1437, par Vasco de Gama. Ça devient un établissement britannique en 1824. En 1935, fondation de Durban, avec des apostrophes. Il était le gouverneur du Cap, Durban. Et puis, c'est devenu Durban dans un seul mot. C'était le port principal. Peter Maritzburg était la capitale. Peter de Peter Rétif et Maritz de Maritzburg. Bon. Pourquoi on a pris le prénom de l'un et le nom de l'autre, vous irez leur demander. En 1837, Rétif se sépare du Grand Trek et plutôt que d'aller vers l'état d'Orange,
va au Natal. Il se fait massacrer en 1938 par les Zoulous et André Pretorius, en guise de représailles, remporte la victoire de la Blood River. C'est vraiment comme dans le western. Ils mettent les chariots à bœufs en cercle, les tireurs à la périphérie, et les femmes, les enfants et les domestiques, parce que les domestiques ont intérêt aussi à ne pas se faire prendre par les attaquants, rechargent les armes. Et il y a tellement de zigouillés dans les Zoulous que la rivière Gomé devient rouge. Et encore aujourd'hui, c'est la Blood River, la rivière de sang. Ils sont bien gentils de ne pas avoir débaptisé ça à l'indépendance. Avant, ils avaient recueilli les gens de Peter. Il avait été accueilli chez les Zoulous pour un traité de paix. Et tous ceux qui étaient venus faire le traité de paix, ils sont tous faits zigouiller. Et oui. Ah, il savait recevoir. Et Pretorius a donné son nom à Pretoria, qui est la capitale de l'Union sud-africaine et qui l'est toujours. Or, on pourrait se dire que les Zoulous auraient pu souhaiter que ce nom-là disparaisse. Mais apparemment, ils sont moins chatouilleux que d'autres. En 1843, c'est une colonie britannique administrée par le Cap. En 1948, ils ont un gouvernement séparé. Les bourgs du Natal partent au Transvaal. Ça devient une colonie séparée. En 1997, il annexe le Zululand et en 1910, entre dans l'Union. Oui. Au début, c'était d'abord des postes militaires. En 1846, le service de coureurs. Les colons, quel que soit le pays, sont plutôt flemmards parce qu'il fait chaud. Alors on raccourcit le nom des villes. Léo pour Léopoldville, Eville pour Elisabethville, Stan pour Stanleyville, Jobourg pour Johannesburg, Tana pour Tananarive et Pimburg pour Peter Maritzburg. Ça fait que c'est un peu long. Donc il y a un service de coureurs de Peter Maritzburg à Durban. Il fallait 2 jours. Il transportait des journaux et des lettres. En 1950, les 2 services, donc poste militaire et poste de coureurs, cessent. Il y a 3 bureaux, Durban, Peter Maritzburg et les Disris. Et les voyages se font par des Hottentots, une des tribus. Hottentot, Tonton, Soling, c'est bien connu, à cheval. En 1951, il y a 10 bureaux en plus. Et maintenant, on recourt de nouveau à des coureurs. 3 fois par semaine. Oui. De 52 à 57, les cachets de port payés. En 57, des timbres en relief sur du papier coloré. Et puis, les timbres propres en 59. En 67, on surcharge les timbres du mot postage sur les timbres poste pour qu'on n'utilise plus des faisceaux comme postaux et vice-versa. C'est pour attirer l'attention des utilisateurs. Alors, en 85, on a débordé des cartes, en 1900, on a des cartes lettres, en 1901, des enveloppes de 200. Oui. Il y a moyen de l'avoir un peu plus net. Alors, c'est un cachet de port payé de Peter Maritzburg. Oui. Ça, ce sont les fameux timbres en relief, et là, c'est le mot Natal. Sans doute sur les autres aussi, mais c'est moins évident. Alors, une carte postale rue Natal, vers l'Allemagne.
Oui. Le Zululand, il se trouve au nord-est du Natal. Au début du XIXe siècle, comme on dit tout à l'heure, les Zoulous s'imposent aux autres ethnies. Les rois s'appellent Chaka, dont on a déjà parlé, Dingam, pendant ces royaumes qu'on a retrouvés à Sainte-Hélène, et Denizulu. Dingam tue Rétif et il est battu par André Prétorius. Ils ont des conflits avec les bourgs à propos des frontières. En 79, une guerre Grande-Bretagne-Zoulou et, comme d'habitude, les Anglais commencent par se faire battre. Ils sont battus le 22 janvier à Issandola, mais en juillet, il gagnent à Urumqi et ils font les Zoulous, qui actuellement se trouvent dans la province du KwaZulu-Natal. Oui. Le Zululand devient possession britannique et est annexé au Natal en 1897 et s'y trouve toujours. Oui. Alors, d'abord les termes de Grande-Bretagne surchargés Zululand, puis les termes du Natal surchargés Zululand, des timbres propres, des timbres du Natal non surchargés, en 93 des cartes postales britanniques surchargées. Oui. Le Swaziland, c'est un État indigène au sud-est du Transvaal. Co-protectorat Grande-Bretagne et Zuid-Afrikaanse République. On se demande comment ils pouvaient s'entendre. Hein, bon. La Zuid-Afrikaanse République, c'est l'équivalent du Transvaal selon les époques. En 1902, donc après la guerre des bourgs, c'est la province du Transvaal qui gère le Swaziland. En 1906, c'est un protectorat britannique administré depuis le Cap. En 1961, ça devient un État protégé, indépendant en 68, et le nom actuel est Swatini. J'espère que vous prenez note, il y aura interrogation. Oui. D'abord, le timbre de la République sud-africaine, donc le Transvaal, surchargé Swaziland avec un E au milieu. Comme ça que les bourgs l'écrivaient. Puis, les timbres du Transvaal jusqu'en 1910, de 10 à 33, des timbres de l'Union sud-africaine, et en 33, des timbres propres. Alors, en 32, des cartes postales, les enveloppes recommandées, en 44, des aérogrammes de l'Union surchargés, et puis des aérogrammes à eux. Oui. Le Stellaland, c'est pas le pays de la bière, quoi qu'on puisse penser. Je rajoute 2 T, 3. Il manque un L. Il y a 3 L comme dans Stella, le chanteur. Bon. En 1883, c'est un gouvernement formé par des pillards-bourgs venant du Transvaal et ils établissent leur capitale à Vryburg. 2 ans après, c'est annexé par la Grande-Bretagne. En 1800, 7 mois plus tard, c'est incorporé dans le Bechuanaland britannique et ça devient colonie de la couronne. Ils ont eu des timbres propres en 1884 qu'on oblitérait à la plume. Oui, que voilà. Eh bien, on n'en voit pas souvent au club. Ça a duré 2 ans. Et il ne devait pas y avoir foule. Ça en quelques-uns, mais le problème c'est de savoir si c'est Une penny, 3 pence, 4 pence, 16 pence. Donc, ils employaient les unités monétaires britanniques. Oui. Mais ils écrivaient en néerlandais par ailleurs. Mais par contre, c'est Post-Zegel. Post-Zegel. C'est poste. Là, il l'écrit bien. Post-Zegel, c'est pas britannique, c'est Une penny. Oui, oui. un beau mélange. Je trouve que c'est un beau mélange.
C'est un beau Oui. mélange entre Ouais. le Et une néerlandais. penny, comme tu dis, et une penny. En Sud-Africain, je trouve pas la monnaie. Oui, c'est ça. Ouais, C'est l'élément qui se parle. ouais, ouais. Oui. Et le nom du pays. C'est la langue. Oui, c'est en néerlandais. Ouais. Le Bechuanaland. Il y en a deux. Le British Bechuanaland, capitale Freiburg, et le protectorat britannique Mafeking, dont vous avez tous entendu parler. En fait, c'était Mafeking. Ils ont mal compris, et ils en ont fait Mafeking, et maintenant, officiellement, c'est Mahikeng, qui serait vraiment notre départ. Alors, comme ils ne font rien comme les autres, les Britanniques, Mafeking est la capitale du protectorat, alors qu'elle se trouve dans la colonie. L'arbre de fer compliqué. Oui. C'est encore pire en Belgique. Alors, en 1836, il y a une alliance entre des bourgs et la tribu des Baralang pour combattre les Matabele, qui, eux, actuellement, enfin, se trouvent plutôt dans les Rhodésies. Les bourgs renient leurs promesses, les Baralang font appel au commissaire britannique. Je vous ai dit, quand on fait appel aux Britanniques, ça dure. Le British Bechuanaland est occupé et devient une colonie britannique. Il n'avait qu'à se taire. En 1885, il englobe le Stellaland, la partie nord, c'est-à-dire le protectorat, qui aujourd'hui est le Botswana, est sous le contrôle de la British South African Company, qui, comme je vous ai dit, ne se trouve pas en Afrique du Sud, mais en Rhodésie. On verra ça la fois prochaine. Oui. Disons que ça se trouve dans le sud de l'Afrique. Oui. Elisabethville, Au nord du sud. alors, au début, c'était du poste par coureur. En 85, le timbre du Cap surchargé British Bechuanaland. En 88, le timbre propre. 85, des entiers surchargés du Cap. Oui, des banques de Grande-Bretagne, des envois précommandés du Cap, et puis des envois précommandés de Grande-Bretagne. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Oui. Voilà une carte de Grande-Bretagne surchargée British Bechuanaland. Oui. Et pourquoi est-ce qu'ils ont barré l'Union post-universelle? Ils ont barré Grande-Bretagne. Ils n'étaient pas dans l'Union postale. Hmm? Ils n'étaient pas dans l'Union postale universelle. Sans doute pas en ce moment-là. À ce moment-là, Oui. encore Bechuanaland Protectorate. Oui. Orange River Colony. Je continue, vous en avez marre? En 1828, premiers établissements entre le fleuve Orange et la rivière Vaal. 35-36, le Grand Trek en fonde l'Orange Vrijstaat. En 1848, les bourgs du Natal déménagent et rejoignent l'Orange. Querelle entre l'Orange Vrijstaat et le Cap East. Les Britanniques annexent le pays au sud du Vaal. 6 ans après, ils se retirent et confirment l'indépendance. Je ne vois pas ce mot-là, ça ne fait rien. Je pense me l'avoir retiré. Oui. L'Orange se unit au Transvaal pour la Première Guerre des Moors.
dont on parlera bientôt, Deuxième guerre des bourgs, qui démarre le 11 octobre 1999, et comme d'habitude, les Anglais sont d'abord battus et puis l'emportent. En mai 1900, le pays est annexé et devient Orange River Colony. Et en 1910, il entre dans l'Union sud-africaine. Oui. Au début, un timbre à date et la griffe Bothau. En 1868, des timbres poste. En 1996, des timbres de service Orange Vrijstaat, Vrijdoende Julier Dienstmacht, autrement dit, police militaire à cheval. Des timbres, une fois qu'ils sont occupés, timbres poste surchargé VRI, Victoria Regina Imperatrix. Victoria Regina Imperatrice. De 1867 à 1974, une lettre du Cap vers l'État d'Orange, au contraire, devait porter des timbres des deux pays. Et les lettres de l'État d'Orange vers la Grande-Bretagne devaient aussi avoir des timbres du Cap. Un peu comme les timbres d'occupation en 1871. Oui. En 1884, des cartes postales. En 1986, des cartes postales avec un timbre collé dessus et une surcharge imprimée, on va en voir. En 1998, des cartes postales ordinaires, surcharge Victoria Regina Imperatrix, des cartes postales du Cap, surchargées Orange River Colony. En 1902, des cartes postales et des banques propres et des enveloppes en carte. Oui. Un timbre collé et on n'imprime pas au-dessus. Le timbre n'est pas considéré comme oblitéraire. Non, c'est pas une oblitération. Une fois qu'on le met à la poste, il reçoit un cachet en plus, d'où on n'y voit plus rien. Et comme il y a des variétés dans le timbre et des variétés dans la surcharge, De différents types de surcharge suivant la position, la forme il y a 3 ou 4 types. oui, et la présence ou non de timon ou chariot, etc. Ouais, c'est ça. Il y a de quoi rigoler. Ouais. Orange River Colony. Oui. Une enveloppe Orange River Colony, oui. Et le Transvaal. Donc, en 1936, il y a un grand trek, les bourgs traversent le Vaal. D'abord, il n'y a pas d'organisation politique, puis ils fondent 4 républiques. Potchefstroom, Leidenburg, Utrecht et Zout-Pansberg. En 1852, leur indépendance est reconnue. En 1960, les 4 républiques s'unissent pour former Zuid-African République. De 60 à 63, la capitale est Potchefstroom. Et en 63, c'est Pretoria. Oui. L'État fait banqueroute en 77 et se trouve incapable de protéger sa population contre les Zoulous. D'où, annexé par la Grande-Bretagne en 77 et le baptise Transvaal. En 1880, décembre 80, première guerre des bourgs. Les Britanniques sont battus à Majuba Hill le 27 février 80. Donc la guerre a duré 3 mois. C'est pourquoi on en parle beaucoup moins que de la deuxième. Restauration de la République en 1886. Ruée vers l'or au Witwatersrand. C'est une chaîne de montagnes dans le Transvaal. Et on fonde Johannesburg en l'honneur de Christian Johannes
Joubert et Johannes Rissig. Donc, 2 fois Johannes. Lui, c'est un chef militaire et lui, c'est un administratif. Oui. Le 11 octobre 1999, les 2 États-bourgs déclarent la 2e guerre des bourgs. Le 5 juin 1901, Johannesburg, ou Jobourg, pour les fainéants, est pris. La République est annexée par la Grande-Bretagne. Au traité de Groningen en 1902, ça redevient le Transvaal, et le 31 mai 10, Cape of Good Hope, Orange River Colony, Natal et Transvaal forment l'Union sud-africaine. Oui. Alors, en 1864, on avait un tabac dans lequel on écrivait le port. En 1966, retenez son nom, Frédéric Yepet est postmaster à Potchefstroom. Il réorganise le service, il fabrique des faux pour les collectionneurs. Les photos que je vais vous montrer sont des faux qui imitent les vrais assez bien. Il commande des timbres en Allemagne, à condition de recevoir au préalable des neufs pour pouvoir les revendre aux philatélistes, avant que ce ne soit dans le bureau de poste, et grâce à ça, il pourra payer l'imprimeur de ce faux. Bon. Et les timbres sont en vente et l'affranchissement est obligatoire, forcément, parce qu'il gagne dessus. Oui. Il devient postmaster général de tout le pays et il déménage à Pretoria. En 1977, première occupation britannique, timbre surchargé VR Victoria Regina Transvaal. En 1978, des timbres Transvaal, mais avec la tête de Victoria. En 1980, les Britanniques sont repartis pour montrer que c'est nouveau chez eux. Ils prennent un timbre de Victoria, ils surchargent en néerlandais N penny. Et en 1883, ils reviennent à leur premier timbre. En 1900, occupation britannique, les timbres sont surchargés d'abord Victoria Regina Imperatrix, puis Edward Rex Imperator. Et en 1902, ce sont des timbres à l'effigie d'Edward VIII avec mention Transvaal. Oui. Donc, oui, c'est mieux comme ça. On écrivait donc les ports au mieux. Et ceux-là, ce sont, paraît-il, les faux de Yépé. Oui. Une lettre de pendant la guerre du bourg, un timbre surchargé Victoria Regina Imperatrix pour Amsterdam, une bande de censure on Her Majesty Service et le cachet de censure. Oui. Et au verso, Opened under martial law, ouvert sous l'autorité militaire. Oui. Zuid-Afrikaanse République, pour Liège, c'est une demande d'échange de timbres. Il peut fournir à peu près tout de toute l'Afrique. Oui. Des timbres surchargés VR Transvaal lors de la première occupation. Oui. Deuxième occupation, une enveloppe de recommandés surchargée, oui. Une carte définitive à l'effigie d'Edward VI, de Pietersburg, à ne pas confondre avec Peter Maritzburg. Peter Maritzburg, c'est dans le Natal, Petersburg, c'est dans le Transvaal. Oui. Alors, pendant la fin de la guerre des bourgs, les autorités bourgs se trouvaient dans un train qui est parti à Machado Dorp. Et le journal officiel a été imprimé au dos d'une carte postale. Et c'est
la carte postale. Moi, président, Stéphane Johannes Paul Kruger, président de la République sud-africaine, on se trouve dans une voiture, et c'est ici qu'est le gouvernement. Oui. Et ils font également une dernière carte postale, Stadtdrukkerij de Velde, autrement dit imprimerie d'État en campagne. Oui. La Nieuwe République, c'est la partie nord du Natal, cédée par Denis Zulu, qui, comme son nom l'indique, est un Zoulou, un des bourgs ayant aidé à mater une rébellion. La République est reconnue par la Grande-Bretagne, elle est annexée par le Transvaal. Les Britanniques ne sont pas systématiquement les méchants, ça peut être les autres aussi. Donc annexée par le Transvaal, ça devient le district de Vryheid et annexé au Natal en 1903 après la guerre. Oui. Ils ont eu des timbres propres des locaux. Et il fallait en plus des timbres du Transvaal ou du Natal une fois qu'on sortait du territoire. Oui. Ça, c'est le timbre qu'ils ont fabriqué pour la Nieuwe République. C'était fait avec un cachet à main sur du papier gommé acheté en Europe et déjà perforé. Oui. Alors, c'est une lettre avec le timbre de la Nieuwe République. Comme on sort du territoire, il faut le timbre de la République sud-africaine, Bourg, et ici, il y a en plus un timbre local, donc express. Oui. La deuxième guerre des bourgs, elle est riche en histoire postale. Il y a eu les territoires occupés d'abord par les bourgs, puis par les Britanniques, les sièges de plusieurs villes, des camps de prisonniers à Sainte-Hélène, aux Bermudes, à Ceylan, des camps de concentration, les postes militaires, mais il y a beaucoup de faux et beaucoup de complaisance. Oui. C'est un timbre des bourgs, Orange Vrijstaat, Commandobrief, oui, et le fameux timbre de Mafeking avec Baden-Powell, normalement représenter un personnage vivant non membre de la famille royale est une offense grave. Mais le siège ayant duré très longtemps et était connu en Angleterre, quand le siège a été libéré, le colonel est devenu d'office général de brigade et était un héros national. Donc il était difficile, en plus de lui reprocher. D'autant que ce n'est pas lui qui a demandé à figurer. C'est une initiative du responsable du poste. Alors, Mafeking, ce n'était pas Fort Alamo, ce n'était pas un petit fort. Il y avait 10 km de circonférence. Donc ça justifiait un peu plus des timbres pour le transport à l'intérieur, mais surtout, il y avait des indigènes grassement rémunérés, mais suicidaires, qui emmenaient le courrier vers la Rhodésie ou vers des endroits paisibles, Bechuanaland par exemple. Donc, les timbres avaient une justification. Oui. Ben, c'est tout. Je vous remercie. Oui.